Mon coup de cœur cette semaine, c'est Bots tome 2 chez Ankama. Alors si vous connaissez cette série, peut-être que vous allez dire pourquoi c'est cette semaine? C'est sorti il y a 3 semaines. Alors effectivement, c'est sorti il y a 3 semaines, mais je ne l'ai lu que cette semaine et j'avais envie de vous en parler quand même parce que c'est un véritable coup de cœur. Donc c'est le tome 2 et ça raconte l'histoire d'un monde où il n'y a plus d'humains, c'est-à-dire qu'il n'y a que des robots. Donc nos deux robots héros, c'est Warhol et Reaper. Et en fait, Warhol, il va trouver une espèce de... il va trouver un bébé, en fait, un bébé humain, qui va décider de cacher à l'intérieur de lui parce qu'il est énorme, voilà, comme vous pouvez le constater sur la couverture. Dans ce tome 2, nos deux héros se retrouvent en prison, voilà, parce qu'ils ont été attrapés dans le tome 1. On considère qu'ils sont responsables d'un massacre de masse, même si c'est pas du tout le cas. Et du coup, ils vont devoir aller en prison avec leur petit bébé qu'ils sont toujours en train de cacher. Ce qui est intéressant avec ce tome, c'est qu'on va en apprendre plus en fait sur ce qui est arrivé aux humains. On va comprendre pourquoi il y en a presque plus, et on va essayer aussi de comprendre que fait ce petit bébé ici. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup déjà parce qu'au niveau du trait, c'est vraiment intéressant en fait. C'est une sorte de comics à la française d'une certaine façon, avec un trait un peu épais et tout, c'est super joli. Et puis le scénario est vraiment cool. Enfin, cet univers avec que des robots, c'est vraiment intriguant. Et puis il y a plein en fait de références à l'intérieur de la BD, des références qui vont finalement nous permettre de partager nos lectures avec les autres qui l'auront lu. On pourra comparer. Alors toi, est-ce que tu as vu tel robot à tel endroit? Est-ce que tu as compris quand il a dit ça et tout ça? Donc de ce côté-là, je trouve ça intéressant aussi. Bots, c'est une série que j'aime beaucoup. Le tome 3, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va sortir, mais ce sera le dernier. Donc ce sera un triptyque que je vous conseille chez Ankama. Alors mon énorme coup de cœur cette semaine, c'est Porcelaine. Alors il ne s'agit pas d'un tome 1, il s'agit d'un tome 3. C'est 3 récits complets Porcelaine que je vous invite à découvrir dans l'ordre. Pourquoi j'ai aimé Porcelaine? Parce que déjà, je ne vais pas vous mentir, c'est les couvertures. Les couvertures ont tout ce look un petit peu art déco, absolument fascinant et captivant, qui m'a tout de suite envie... Enfin, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, hein, la bande dessinée. Vous voyez une couverture et puis vous avez envie de voir ce qui se cache derrière. Là, je peux vous dire qu'on n'est pas déçu une fois qu'on l'ouvre. Graphiquement, c'est toujours le même dessinateur. Alors, il utilise un peu moins de procédés tout le temps à art déco, mais l'univers qu'il a créé est absolument somptueux. Les déclinaisons des 3 tomes, en fait, on suit un personnage féminin qui va évoluer. Dans la première, on la découvre en tant que petite fille. Elle vit dans la rue et elle va découvrir, sur un espèce de pari un peu fou alors qu'elle est désespérément à la recherche de nourriture. Elle va décider de rentrer clandestinement dans la magnifique demeure qui trône au milieu de la ville, qui est un espèce de château. Et on dit que ce château est habité par un ogre dévoreur d'enfants et qui rentre, en fait, disparaît. Voilà. Donc la légende est bien sûr... pas tout à fait la même, mais vous allez découvrir qu'on rentre dans un récit fantastique avec toute une histoire autour d'automates. Allez, je vais dire des automates, ce ne sont pas des automates, mais je vous invite à garder le mystère sur ce que sont en fait ces personnages qu'on découvre au fur et à mesure des histoires. Dans le 2e tome, cette même petite fille va devenir une femme. Et dans le 3e, c'est le rôle d'une mère. Voilà, puisque cette fois, elle a encore évolué, elle a encore grandi. Et en fait, plus on lit les histoires, plus on va en apprendre un petit peu sur la relation qu'elle a avec ces mystérieux personnages avec lesquels elle a une relation qu'elle appelle ses enfants. Et donc à chaque fois, elle va être amenée à faire des choix et chaque choix va avoir une conséquence de plus en plus forte sur le tome suivant. Donc c'est des récits complets à chaque fois, c'est des étapes de vie et je vous invite vraiment à dévorer les 3. Le 3e est sorti, c'est foisonnant, c'est dense et si vous aimez la fantaisie qui vous apporte vraiment beaucoup de densité dans le scénario et qui vous explique tout son fonctionnement et pourquoi la magie ça fonctionne comme ça et pourquoi telle chose fonctionne comme ça, ça ne déroge pas et en plus ça ne prend pas de chemin de facilité. Ne cherchez pas forcément une happy end absolue puisque en fait on est dans un contexte réalité dans lequel chaque décision amène des conséquences. Alors depuis que je suis arrivé, je vous avais pas encore parlé de Batman, mais ça fait enfin chose faite aujourd'hui, parce que je suis fan de Batman. Mais depuis quelques années, je prenais plus trop mon pied à lire ce qui se faisait en mainstream, enfin en série classique. Et là, je me suis attaqué donc à la série, au tome de Batman Rebirth, publié chez Urban, donc écrit par Tom King, et je trouve ça génial en fait. Donc le premier tome était moyen, mais le 2 allait vraiment hyper bien, et le 3 est encore mieux. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Alors pourquoi c'est bien? En fait je trouve que Tom King réussit à s'approprier l'univers et les personnages. Notamment il écrit des super dialogues et certains monologues intérieurs vraiment bien sentis.
il redéfinit les relations entre les personnages, notamment entre Batman et Catwoman, cette relation du chat et la souris qui pourrait évoluer, hein, spoiler, on ne sait pas, vous verrez plus tard. Donc c'est vraiment très bien. Les dessins, il y a beaucoup de dessinateurs qui tournent sur la série, en général c'est très beau. Enfin, moi j'aime bien David Finch donc je suis content, mais aussi Michael Ranin, c'est très beau, Mitch Gerards. Ensuite, on sent vraiment que le réalisateur a des plans sur le long terme et il tisse des intrigues vraiment qui sont hyper cool à suivre. C'est un rythme qui est vraiment sympa et dans la narration il tente pas mal de petites choses. Ensuite, il y a aussi parfois des numéros plus intimistes. Enfin, il y en a notamment un avec Swamp Thing dans ce tome qui est vraiment très très bon. Et voilà, donc ça fait plaisir de relire du Batman qui fait du bien. Et vraiment, si vous avez envie de découvrir la série, faites-le. Enfin, le tome 1 est peut-être un peu plus faible, mais vous verrez que par la suite ça devient vraiment très bien. Et apparemment, on me dit que ça devient encore mieux après ce tome. Donc j'ai hâte de voir ça et peut-être que je vous en reparlerai. Bonjour, aujourd'hui on va aller au fondement même de la littérature et découvrir le cycle de Gilgamesh. Alors peut-être que pour vous Gilgamesh ça ne vous parle pas, mais on va dire que c'est l'ancêtre des romans épiques, la proto-histoire sur laquelle vont se fonder d'autres récits de grandes sagas. Et Jens Harder, aux éditions Actes Sud l'an 2, a décidé d'en faire une adaptation. On a découvert, il y a de nombreuses décennies déjà, des tablettes cunéiformes où était inscrit un récit avec comme personnage principal Gilgamesh, qui est un roi mésopotamien. Il va découvrir un double sauvage qui s'appelle Enkidu. Et entre ces deux personnages légendaires vont naître à la fois un rapport de relation, un rapport amical, un rapport amoureux également, mais aussi la différence entre la civilisation et le monde sauvage. Alors, je vais vous spoiler déjà, hein, mais Enkidu va mourir à un moment donné, et la tristesse que va connaître Gilgamesh va être le centre d'un des premiers poèmes et une des premières tristesses posthumes qui va ensuite marquer le reste de la littérature. Jens Harder, peut-être que vous vous en souvenez, c'est l'auteur de Alpha et Beta, qui étaient des albums un peu étranges, un peu étonnants. Et là encore, il va cultiver sa singularité, puisqu'il va choisir de raconter le récit de la même manière que les bas-reliefs qui se trouvent sur les fouilles archéologiques mésopotamiennes. Il va proposer des récitatifs, soit en haut, soit en bas de ces images. Parfois, il va reprendre intégralement le texte qui est proposé dans l'œuvre originale, soit il va la réinterpréter pour donner un peu plus de rythme, un peu plus d'action, mais il va continuellement proposer une esthétique caractéristique de la Mésopotamie. Et ça va nous permettre de découvrir fondamentalement l'origine, la source du texte, qui, comme je dis, vous allez en retrouver des éléments un peu partout, que ce soit dans l'Odyssée, que ce soit même dans les récits bibliques, c'est les fondements de l'histoire. Pour aller jusqu'au bout du documentaire, sachez qu'il y a des pages à la fin qui vont expliquer déjà où on a trouvé tout ça, où se déroule l'action, et surtout quelle est la démarche artistique de Jens Harder, pourquoi il a choisi Gilgamesh déjà, quel a été le processus artistique, le choix de la langue. Donc Gilgamesh, Jens Harder, Actes Sud l'an 2.